Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant. C'est Territoire Sénat, dans un instant qui démarre avec les titres de l'actualité au Sénat notamment. Bonjour Saveria. Bonjour à tous. La reconstruction de Notre-Dame de Paris, coup d'envoi aujourd'hui de l'examen du projet de loi au Sénat. Le texte n'arrivera en séance que le 27 mai, mais la Commission de la Culture commence une série d'auditions tout à l'heure. On en parle avec la vice-présidente de cette commission, la socialiste Sylvie Robert. Les 2 ans d'Emmanuel Macron à l'Elysée après une élection inattendue, 2 années chaotiques marquées par la crise des Gilets jaunes. Quel est le bilan parlementaire de ces 2 ans alors que l'exécutif peine à trouver un nouveau souffle et que le résultat des élections européennes semble incertain? Nous sommes allés interroger les présidents de groupe au Sénat. Et puis demain aura lieu la 14e journée des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition en présence d'Emmanuel Macron et de Gérard Larcher. Un événement à suivre en direct sur notre antenne. Quels sont les enjeux de cette journée pour le chef de l'État? Explication à suivre dans un instant. Les 2 ans d'Emmanuel Macron à l'Elysée, c'était mardi après une élection inattendue, 2 années chaotiques marquées depuis 6 mois par la crise des Gilets jaunes. Quel est le bilan parlementaire de ces 2 ans alors que l'exécutif peine à trouver un nouveau souffle? Jonathan Duprez est allé interroger les présidents de groupe au Sénat. 7 mai 2017, l'ancien ministre de l'économie est élu à 39 ans, plus jeune président de la République française. Fort d'une large majorité aux législatives, il met en place ses réformes à un rythme effréné. Beaucoup de Français pouvaient souscrire à cette ambition réformatrice. Force est de constater qu'elle s'est heurtée à la méthode qu'il a employée, c'est-à-dire la verticalité, l'absence de concertation et de prise en considération de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Le contexte est favorable. Emmanuel Macron est crédible sur le plan européen et international. Paris remporte les Jeux Olympiques et les Bleus la Coupe du Monde de football. Mais l'affaire Benalla vient gripper la dynamique présidentielle. Je prends l'affaire Benalla pour ce qu'elle est. Une affaire personnelle, une dérive personnelle, grave par ailleurs, mais qui n'entache en rien la politique globale du gouvernement par ailleurs. Les réformes sont à l'arrêt. Des ministres de premier plan comme Gérard Collomb ou Nicolas Hulot démissionnent. Un tournant s'opère à l'automne 2018 avec la crise des Gilets jaunes. Au congrès de Versailles 2018, le président Macron avait commencé son propos, rappelez-vous, par « Oh, je sais aussi douter, je sais que tout ne va pas bien, etc. etc. » Et puis on a eu la crise des Gilets jaunes. Ce qui signifie qu'il y a un décalage entre les propos et la réalité des faits ressentis par les Français. Pour sortir de la crise, 10 milliards d'euros sont mis sur la table. Parallèlement, il lance le grand débat, mais sa restitution ne convainc pas. Pour l'opposition, les maux du pays sont toujours en suspens. Emmanuel Macron a voulu sortir du clivage droite-gauche, mais il a, si j'ose dire, revitalisé un clivage beaucoup plus conflictuel entre le haut et le bas, entre le peuple et les élites. Et ça, c'est hautement conflictuel. À l'approche des européennes, Emmanuel Macron mise sur le scrutin pour reprendre la légitimité que la rue lui conteste. L'actualité au Sénat, ce sont aussi des explications de Christophe Castaner devant les sénateurs mardi. Après ses propos sur les événements du 1er mai à la Pitié-Salpêtrière, la gauche réclamait l'audition du ministre Christophe Castaner, soutenu par le Premier ministre Édouard Philippe. C'est finalement expliqué lors de la séance de questions d'actualité. A-t-il été convaincant? Le récit de Sandra Cerquera. Des manifestants entrés de force le 1er mai dernier à l'intérieur de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Sur place dans la soirée, Christophe Castaner condamne une attaque, ce qu'il confirme sur Twitter. Mais selon les images de l'incident et des témoignages, les personnes présentes dans l'hôpital se sont réfugiées sous l'effet de la panique. Elles affirment avoir fui les violences policières. Le ministre de l'Intérieur se retrouve alors sous le feu des critiques, forcé face à la polémique de corriger le tir et de faire un mea culpa. Il reconnaît qu'il aurait plutôt dû utiliser le terme d'intrusion violente. Depuis, des voix se sont élevées au sein de l'opposition, France Insoumise et Rassemblement National notamment, pour réclamer la démission du ministre. Au Sénat, à droite comme à gauche, on continue de demander des comptes au ministre de l'Intérieur. On a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Que s'est-il passé exactement à la Pitié-Salpêtrière le 1er mai? Et si vous avez été induit en erreur par de fausses informations, quelles conséquences en avez-vous tiré? Pouvez-vous enfin reconnaître qu'émettre des mensonges ou des contre-vérités, même si on modifie son propos ultérieurement, pour salir le mouvement social lorsqu'on est ministre, relève du scandaleux et de l'inacceptable?
vous le savez, jamais, je crois, dans l'histoire d'une manifestation, on a eu ce genre de situation où on a pu successivement attaquer un commissariat, une école et rentrer de force, puisqu'il y a eu bris de serrure dans un hôpital. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce mot qui, au vu des événements le lendemain, mais surtout au vu de la polémique qui a été née et qui mettait du coup en cause la qualité exceptionnelle du travail de nos forces de sécurité, j'ai souhaité faire évoluer le mot en prenant celui de la directrice et donc d'évoquer une intrusion. Même fragilisé, Christophe Castaner peut compter sur le soutien du Premier ministre et de la majorité, mais pour combien de temps ? Voilà, on poursuit l'examen de la politique parlementaire, notamment au Sénat, avec dans un instant le face-à-face. À tout de suite. Voilà, bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour Sylvie Robert, vous êtes sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine et merci d'être là. Merci à vous. Bonjour Sylvie Robert, vice-présidente de la Commission de la Culture. Le Sénat examine à partir de la semaine prochaine la réforme de l'école pour une école de la confiance. Le texte porté par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui suscite déjà beaucoup d'opposition au sein des syndicats enseignants. Quel regard portez-vous sur cette réforme ? Est-ce qu'elle est nécessaire ou est-ce que c'est encore un énième texte qui ne va pas forcément changer les choses au sein de l'école ? J'ai souvenir que le ministre, M. Blanquer, avait dit qu'il n'y aurait pas de loi Blanquer. En même temps, voilà, nous avons une loi. Il avait aussi, et c'est quand même un des articles importants de cette loi, demandé à ce qu'il y ait une instruction obligatoire pour les 3 ans. Ce qui constitue vraiment un élément important. C'est une des mesures phares du projet de loi. C'est une des mesures phares et c'est une des mesures d'ailleurs qu'on a fait évoluer au sein de la commission du Sénat. Mais se sont agrégés autour de cette mesure phare énormément d'articles et notamment un article, le fameux 6 quater, qui est arrivé par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, donc qui n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact. Et qui concerne ces fameux regroupements qui ont inquiété les enseignants, les parents, mais aussi les élus, et au premier rang desquels les maires. Pour que ce soit très clair pour les téléspectateurs, ce sont des regroupements. Ce que prévoit le texte, c'est des regroupements d'écoles. Collèges. Voilà, primaire, élémentaire, collège, regroupés. C'est bien ça. Absolument. C'est-à-dire que, il fait référence à ce qui a été porté par le quinquennat précédent, qui s'appelle l'école du socle, qui était le continuum entre le cycle 3 et le collège, 6e, et qui a fait l'objet déjà d'expérimentations sur le terrain. Comment on rapproche, en termes de passerelle, l'école primaire, et notamment les CM2 et les 6e, ce qui est une bonne chose. Là, il est allé plus loin, en indiquant dans cet article qu'il pourrait y avoir regroupement. Et cette notion de regroupement, et notamment dans le collège, a fait craindre légitimement que l'école disparaisse dans la commune, et plus que ça, le directeur de l'école qui devenait le principal adjoint en quelque sorte du collège. Donc ça a été effectivement une émotion très forte, et dans mon département, j'ai rencontré beaucoup d'élus qui ne pouvaient pas, à un moment, recevoir un texte comme ça sans aucune concertation, parce qu'il y a une question de méthode aussi, pour leur dire qu'il n'y aurait plus d'école dans leur commune. Justement, sur ce point précis du regroupement, est-ce que le ministre vous a rassuré ? Alors, écoutez, au sein de la commission culture, nous avons supprimé cet article. Alors, j'imagine que cet article va être réécrit. Bien sûr. Je ne sais pas, le gouvernement va vraisemblablement le réécrire, peut-être le rapporteur aussi, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il sera pour nous absolument essentiel, non seulement de rassurer la communauté éducative, mais de se dire aussi que sur la base d'expérimentation qui existe déjà, d'abord, il aurait fallu des évaluations, ça c'est important, et qu'à un moment, il faut que ce soit sur la base du volontariat, et puis avec l'aval et l'accord de l'élu, et notamment du maire. Nous suivrons donc le débat en séance la semaine prochaine, toujours en ce qui concerne l'éducation, Sylvie Robert. Oui. Il y a cette polémique sur les frais d'inscription des étudiants étrangers. Le gouvernement a multiplié ces frais jusqu'à 15, donc c'est énorme. Le Sénat, la Commission de la Culture, s'y est vivement opposé. Finalement, la mesure, elle est entrée en vigueur la semaine dernière. Vous demandez toujours, vous, le report de ces frais. Absolument. Nous avons été vraiment une multitude d'acteurs, et notamment le Parlement ici et les membres de la Commission Culture, à demander un moratoire. Pourquoi un moratoire ? C'est-à-dire le report d'1 an de cette mesure pour pouvoir mieux travailler cette question. Le Premier ministre, c'est le Premier ministre lui-même qui, dans un grand discours sur la question de l'attractivité de la France, et très légitimement, a annoncé que les frais d'inscription seraient multipliés, vous l'avez dit, par 15.
Je pense qu'il faut faire très attention lorsqu'on annonce une mesure comme cela, parce que à la fois, il faut regarder ce qui se passe déjà, et il faut savoir que dans notre pays, c'est la moitié des étudiants étrangers qui viennent dans notre pays, qui viennent d'Afrique. Or, la question notamment du montant des inscriptions n'est pas seulement le seul facteur, parce que la question de la qualité de nos formations en est une, bien sûr, mais ça fait partie aussi, vous imaginez, des facteurs d'attractivité. Qu'on veuille faire payer plus les Chinois, les Indiens, d'accord. Mais je pense que cette mesure, qui là aussi a été brutale, elle a été faite sans concertation, je pense qu'elle touche à notre diplomatie culturelle. Nous sommes obligés d'avancer, Sylvie Robert. Je vous en parlais en titre de l'actualité aujourd'hui au Sénat. C'est le début des auditions sur le projet de loi Notre-Dame de Paris. Oui. Dans quel état d'esprit vous abordez l'examen de ce texte, un texte bien sûr hautement symbolique? Oui, alors écoutez, nous allons commencer cet après-midi. Je dois vous avouer que, j'arrive avec beaucoup de perplexité. On a des inquiétudes. On a vécu un moment, effectivement, et je crois que le monde entier extrêmement douloureux de voir ce bâtiment remarquable en proie aux flammes. Pour autant, nous arrivons avec un texte de loi très rapide, qui nous demande, parce que le président de la République s'est engagé sur ces 5 ans, à finalement prendre des dispositions qui vont déroger à un certain nombre, je dirais, de réglementations en vigueur aujourd'hui, le code de l'environnement, le code du patrimoine, voire même l'archéologie préventive. Et je pense qu'il ne faut pas se précipiter en la matière. Donc ce qui vous inquiète le plus, ce sont les délais, en fait. Ce sont les délais. Je crois que peut-être se dire que dans 5 ans, ce monument, qui est vraiment un monument important, puisse être visitable. Et on sait qu'il y a les JO. Les 5 ans, ça n'est pas non plus une date prise au hasard. Par contre, je crois qu'il faut faire attention. Et je crois que le Sénat va jouer son rôle en n'étant pas tout le temps seulement protecteur, conservateur, mais surtout en ayant à l'esprit qu'un bâtiment comme ça, on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il y a des experts, des hommes de l'art, qu'il faut les écouter et que d'abord, il y a un diagnostic à faire. Vous seriez favorable à un concours d'architecture pour la flèche? Personnellement, oui. Parce que je trouve que cette flèche qui a été donc, c'est Viollet-le-Duc, 19e, qui a vraiment, là aussi, été pleine d'audace à l'époque, je me dis que pourquoi pas, si c'est un élément qui peut verser dans la modernité de notre 21e siècle, à travers un grand concours d'architecture international. Après, je ne sais pas qui rédigera le cahier des charges, ça c'est une vraie question, mais je dis pourquoi pas. Après, si on me démontre, parce que je ne suis pas une experte en la matière, que ça va forcément altérer, dénaturer, ou en tout cas ne pas être dans une cohérence d'ensemble, bien sûr, je l'entendrai. Donc j'aborde ce texte avec à la fois, non pas de la préoccupation, mais plutôt de la perplexité pour me dire, mais comment fait-on en 5 ans pour qu'un bâtiment aussi important et aussi complexe, eh bien, on ne précipite pas les choses, prudence, mais on fasse les choses comme ici au Sénat, avec beaucoup de sagesse. Sylvie Robert, on va parler de souveraineté numérique. Vous êtes membre de la commission d'enquête créée à la demande du groupe Les Républicains sur cette affaire de souveraineté numérique. On sait tous que l'Internet est un réseau mondial, sous contrôle des États-Unis, on peut le dire. Les entreprises américaines y sont totalement dominantes. Que peut faire la France seule? Que peut faire le Sénat, une commission d'enquête, pour essayer d'avoir un minimum de souveraineté numérique? D'abord, je pense qu'il va falloir c'est un sujet qui est très vaste, la souveraineté numérique. Et je crois qu'il va falloir qu'on définisse très clairement le périmètre de notre commission d'enquête, parce que forcément, il s'agit... je suis commissaire de la CNIL. Et donc, à cet égard, imaginez bien que la question de la protection des données personnelles est un vrai sujet aussi en termes de souveraineté numérique aujourd'hui. Mais également, il y a une dimension économique très forte, vous avez raison. Il y a une dimension aussi d'indépendance par rapport aux GAFAM. On le voit par rapport à cette proposition de loi que nous allons, donc qui est la directive droit d'auteur que nous allons transposer très vite sur la question des droits voisins et donc du revenu des créateurs. Mais bien sûr, c'est un enjeu aussi de défense. Vous voyez que derrière cette question de souveraineté numérique, il y a énormément d'enjeux qui sont extrêmement important pour notre pays. Je pense que la commission d'enquête va faire son travail d'audition pour voir effectivement ce que la France peut faire, parce qu'elle a déjà quand même, notamment sur la cybersécurité, énormément d'avance, sur la protection des données,
pris aussi de l'avance. Et je pense qu'on a aussi vraiment un gros travail à faire en la matière. Merci en tout cas. Vous êtes membre de cette commission d'enquête sur la souveraineté numérique également. Sylvie Robert, sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine. On passe au Sénat et à l'actualité. Les temps forts aujourd'hui, les temps forts à 14h30. On vient d'en parler. La commission de la culture commence ses auditions sur le projet de loi Notre-Dame. Le texte n'arrivera en séance que fin mai, le 27 mai. Mais les sénateurs, sous la houlette du rapporteur Alain Schmitt, organisent une table ronde pour entendre les associations de sauvegarde du patrimoine ainsi que des membres du diocèse de Paris. Autre temps fort de la journée à 14h30, un débat sur le mécénat territorial au service des projets de proximité, débat demandé par le groupe Les Indépendants, alors qu'un rapport de la Cour des comptes en novembre dernier soulignait que la loi sur le mécénat profite surtout aux grandes entreprises. Les collectivités s'organisent pour séduire les mécènes locaux. Comment inciter les plus petites entreprises à donner, comment orienter leurs dons vers des projets mieux répartis sur le territoire. C'est l'objet donc de ces débats tout à l'heure. Et puis demain à 10h30, 14e journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition au Jardin du Luxembourg, en présence d'Emmanuel Macron et de Gérard Larcher. Un événement à suivre, bien sûr, en direct sur notre antenne. Justement, cette journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, journée politique traditionnellement importante pour les présidents, c'est Jacques Chirac qui, en 2006, avait décidé de faire du 10 mai la date pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Elle correspond à l'adoption de la loi Taubira en 2001, une loi qui reconnaît la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Alors quels sont les enjeux de cet événement pour Emmanuel Macron? Cécile Sixon. Le 10 mai, Emmanuel Macron sera bien dans le Jardin du Luxembourg devant le monument commémoratif de l'abolition de l'esclavage. L'an dernier, il avait choisi de célébrer cette journée au Panthéon le 27 avril. Emmanuel Macron avait choisi l'an dernier un autre calendrier mémoriel et c'était le Premier ministre qui s'était rendu le 10 mai dans les jardins du Sénat. Mais il ne s'agissait pas de bouder le 10 mai, mais de choisir une autre date, le 27 avril, d'aller au Panthéon pour commémorer notamment Schœlcher. Là, c'est un retour des choses. C'est devenu une habitude républicaine que le chef de l'État participe au 10 mai. Une habitude républicaine officiellement instaurée en 2006 par Jacques Chirac, qui avait choisi la date du 10 mai en référence au vote définitif au Sénat de la loi Taubira, le 10 mai 2001, qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et l'on nous marquait au fer rouge et nous dormions dans nos excréments. Dès 2007, cette commémoration prend une tournure politique. Nicolas Sarkozy, nouvellement élu, s'y rend auprès de Jacques Chirac, mais les années suivantes, il fait un autre choix. Et Nicolas Sarkozy, c'était d'abord l'anti-Chirac, celui qui ne voulait pas faire comme Jacques Chirac et donc qui boycottait le 10 mai. Et puis il y avait dans cette date, pour Nicolas Sarkozy, quelque chose qu'il considérait être de la repentance, être de la contrition, et ça, il n'en voulait pas. François Hollande, lui, ne manquera pas une des cérémonies jusqu'en 2017, où il s'y rend avec Emmanuel Macron élu, mais pas encore en fonction. Emmanuel restera là, silencieux, mais inspiré. Il s'entraîne pour l'événement et il se prépare. Le président devrait donner la feuille de route de la Fondation pour l'esclavage, dont il a annoncé la création l'an dernier. Voilà, on poursuit l'actualité sénatoriale avec dans un instant les éclairages avec la rubrique L'œil 2. À tout de suite. Bonjour William Cromwell, journaliste à François. Merci d'être présent sur ce plateau. Demain, c'est le 10 mai, la journée de commémoration de l'esclavage. De l'abolition de l'esclavage. Bonjour William Cromwell. Justement, quels sont les enjeux de cet événement? On vient de voir un long sujet qui récapitule un peu ce que représente la symbolique de cet événement pour les présidents, les chefs d'État successifs. Quels sont les enjeux de cette journée pour Emmanuel Macron? Ce sera l'occasion de célébrer, de commémorer enfin cette abolition de l'esclavage pour le président de la République, puisque ça fait 2 ans qu'il est élu et il n'a toujours pas célébré ce 10 mai. Justement, il était absent, il faut le rappeler, il était absent l'année dernière, une absence qui a été incomprise, plutôt mal perçue. Visiblement, il a décidé de ne pas refaire la même erreur cette année. Alors, il y avait des obligations européennes, on va dire, parce qu'il devait recevoir le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle ce 10 mai, donc au lendemain de la journée de l'Europe. Mais il avait
fait son hommage ou sa commémoration le 27 avril, 2 semaines avant, le jour même de l'adoption de l'abolition, enfin de l'amendement Schellcher pour l'abolition de l'esclavage. Et du coup, ça faisait un peu redite. Et puis, il choisissait aussi son calendrier. Il ne savait pas si de faire le 10 mai, jour de la loi Taubira, ou le 23 mai, jour de l'abolition effective. Au-delà de la question des dates, quels sont les enjeux justement pour Emmanuel Macron ? Il va marquer son histoire. Ça va être l'occasion pour lui de replacer un peu cette histoire un peu douloureuse de l'histoire de France, enfin, un chapitre, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, une annexe de l'histoire de France qui est un peu difficile à rendre cohérente avec le grand récit national. On en est où de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage ? Ça avait été annoncé l'année dernière. Déjà, François Hollande lui-même l'avait annoncé. On en est où ? Est-ce qu'elle va être mise en place finalement ? Oui, c'est Jean-Marc Ayrault lui-même, l'ancien Premier ministre, qui est président de la mission de préfiguration, qui l'a nettement sous-entendu avant l'annonce officielle de demain, qu'elle serait prête. Ils ont leur siège confirmé à l'hôtel de la Marine, à la place de la Concorde. Ils ont un budget à 2 millions d'euros annuels. Donc c'est sur les rails. Ouais, c'est sur les rails. Et elle devrait avoir un site d'expression et d'exposition d'ici la fin de l'année même. Emmanuel Macron est un président qui aime replacer son action dans l'histoire. Il a une sémantique historique. Réintégrer l'histoire dramatique de l'esclavage dans l'histoire de France, c'est aussi l'enjeu de ce qui va se passer demain. Exactement. C'est ça, c'est de rendre cohérent cette histoire de France avec cette histoire esclavagiste. Parce qu'on a les deux bouts du bâton, en fait, si on peut dire, sur cette histoire. Avec d'un côté l'esclavagiste qui est issu du pays des Lumières, hein, et puis de l'autre côté, l'oppressé, qui est quand même contraint quelque part de vivre avec cet oppresseur du fait de l'histoire. Très bien, merci beaucoup. Merci William Cromwell pour cet éclairage. Merci beaucoup. À François, demain le 10 mai, on rappelle journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Merci à vous. Bonjour à nos amis de François. Merci. Je les transmettrai. On passe à la une et les revues des unes de la presse quotidienne régionale dans un tout petit instant. À tout de suite. Voilà, on démarre avec la une de la Dépêche du Midi avec une prise d'otage hier, ça n'est rien. C'est Monique, la patronne du commerce de Blagnac, qui raconte le face-à-face tendu avec le preneur d'otage, 5 heures d'angoisse, avant que le jeune homme de 17 ans relâche les 4 femmes, la gérante, sa fille et 2 employés, et se rende à la police. Placé en garde à vue, il dit avoir été mandaté par une milice privée armée pour le compte des Gilets jaunes. Ce groupuscule, dont il ne veut pas dire le nom, lui aurait fourni le Beretta dont il était muni pour passer l'action, une arme inoffensive cependant, puisqu'elle n'était chargée que de cartouches à blanc. L'homme devrait être référé et passé devant un juge en vue de sa mise en examen cet après-midi. À la une de Ouest France, dont la rédaction est dirigée par François-Xavier Lefranc, c'est ceux qui coincent dans la fonction publique, avec une photo de Gérald Darmanin d'ailleurs. L'ensemble des syndicats appellent à la grève ce jeudi contre le projet de réforme de la fonction publique. Ils promettent que cette journée sera une étape forte. Tous rejettent le projet de loi, accusé de transformer le public pour l'aligner avec les règles du secteur privé. Le texte élargit notamment le recours aux contractuels, une façon d'engager des personnes pour des contrats courts sans les faire bénéficier de l'emploi à vie. En outre, la réforme encourage la mobilité des agents, autre point de crispation des syndicats. Patrick Jankelevitch est rédacteur en chef de La Voix du Nord. Ils ont choisi ce titre aujourd'hui. Où va l'argent de l'Europe dans la région ? Il s'agit de la région des Hauts-de-France. Il s'agit de La Voix du Nord. Depuis plusieurs années, l'Europe intervient aux côtés de l'État, des collectivités locales et des entreprises de la région pour cofinancer des projets locaux très visibles ou plus discrets. Combien, comment, décryptage à lire. En tout, ce sont 1,7 milliard d'euros qui ont été fléchés vers les Hauts-de-France depuis 7 ans. La région bénéficie d'aides européennes visant à réduire les inégalités entre régions via un mécanisme de redistribution du budget de l'Union. Depuis 2006, ces fonds ont notamment financé par exemple le Louvre à Lens, le tramway à Valenciennes, des programmes de recherche ou encore des unités de méthanisation. Et on termine avec la une de Nice Matin, rédaction dirigée par Denis Caro, SOS Patrimoine religieux
en danger à la une aujourd'hui. L'incendie dramatique qui a ravagé Notre-Dame de Paris a mis en lumière les périls qui menacent notre patrimoine. Selon l'Observatoire du patrimoine religieux, près de 500 bâtiments sont menacés. 5000 réclament des travaux urgents. Exemple réussi avec l'abbatiale Saint-Pons de l'hôpital Pasteur à Nice, un édifice qui a justement été récemment rénové. Merci Saveria et à demain. On vous retrouve demain pour l'actualité parlementaire sénatoriale. Merci à vous. Dans un instant, c'est tout de suite la météo des territoires qu'on va regarder, le temps qu'il fait en France, puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, c'est-à-dire ce qui s'est passé également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos, et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Très bonne journée, à demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Le 27 mai, c'est soit le premier jour de la déconstruction du projet européen, soit le premier jour de la refondation du projet européen. Et donc oui, ça vaut le coup d'être effectivement sur le terrain. Emmanuel Macron, c'est le leader de l'Europe. Il nous a parlé des enjeux européens ce soir. Ça nous a fait tous très plaisir. C'était un moment de joie, de mobilisation bien sûr. C'était une ambiance à la fois volontaire et grave. Mais c'est pas une bataille perdue d'avance. Et je crois qu'on peut pas se résigner. Et on se résigne pas quand il pleut. Vous vous résignez pas quand il pleut. Donc on se résigne pas. On gagnera ces élections. Donc tout le monde s'accorde en fait à dire que Mme Loiseau elle est pas bonne comme candidate. C'est comme ça. Elle a probablement des qualités elle-même. Il suffit de lire son bouquin pour voir qu'elle se part de toutes les qualités possibles. Elle est pas bonne. Elle est pas très sincère. Je reviens même pas sur son passé de militante du GUD. Mme Loiseau, elle dit que le nationalisme c'est la guerre. Et est-ce que vous vous sentez visé lorsqu'elle dit ça et qu'elle veut être le rempart justement aux nationalistes, à ceux qui veulent plus de frontières, un repli sur eux-mêmes? Mais attendez, c'est tellement bête. Ce qu'elle a voulu dire, c'est que c'était le moment de frapper fort, en ce sens que nous avons besoin aujourd'hui de faire passer un message fort aux Français. Premièrement, allez voter. Allez voter, c'est honteux de laisser les autres choisir. Je ne suis pas une vieille bête de la politique. Et quelque part, je le revendique aussi. Je n'ai pas envie de devenir un robot, je n'ai pas envie qu'on serve aux Français des phrases toutes formatées, des formules, des punchlines. Je pense que les Français méritent mieux que ça. Je pense Il y avait un manque d'expérience, Nathalie Loiseau, vous le diriez comme ça? Écoutez, moi, mon expérience, elle est sur l'Europe, elle est sur ma capacité à porter les intérêts des Français, à rien lâcher, à être combative, à être déterminée, je le suis. Sous une pluie battante, Emmanuel Macron commémore le 8 mai 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. La République va pas bien grâce à vous. Écoutez, c'est pas facile, ça je m'en fais bien conscience. C'est pas ça qui m'arrive. On a pu affronter bien plus dur. Oui. Je sais pas. On était un peu différents, les esprits différents aussi. Mais on essaie de s'inspirer de bonnes sources. Cette petite scénette de communication politique ne trompera pas les Français, car je suis certain qu'au cœur des Français, en tout cas pour moi, le général de Gaulle, c'était l'indépendance nationale. Emmanuel Macron est soumis à Bruxelles. L'Europe de Macron, c'est une Europe qui avance par le chantage et la menace et qui met en place, si vous voulez, en fait, ce qu'ils appellent, eux, une harmonisation, mais qui n'est pas une harmonisation, qui est une uniformisation. Et ça ne peut pas marcher. Ça brutalise les peuples. Ça crée une tension entre les peuples. Voilà, merci de votre fidélité. Demain, on reçoit Hervé Juvin en direct sur ce plateau pour Territoire d'Info, qui est candidat Rassemblement National aux élections européennes. Bonne journée à tous et on se retrouve donc demain aux mêmes heures. Au revoir à tous, merci.